Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, juste avant de recevoir Henri Guénaud, que nous sommes en plaisir toujours de le recevoir, vous allez écouter quelque chose qui ne date pas d'hier, qui date de 20 ans ou de 30 ans. Et vous allez écouter une des plus belles analyses de l'entre-deux électoral de ce que nous vivons aujourd'hui. Et pourtant, ça n'a pas été fait aujourd'hui. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors voilà, c'est Raymond DeVos en 1979, donc avant les années 80 et les années Mitterrand. Écoutez. Parlons de la situation, parlons de la situation, sans préciser laquelle. Si vous le permettez, je vais faire brièvement l'historique de la situation, quelle qu'elle soit. Il y a quelques mois, souvenez-vous, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions. Nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que le sont ceux d'aujourd'hui. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Oui, la catastrophe, nous le pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devrait être pour aujourd'hui, d'ailleurs. Si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Qu'elle est toujours pour demain. Alors, je vous pose la question, mesdames et messieurs, est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? D'ailleurs, je vous signale entre parenthèses que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Voilà, si le gouvernement n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare. Ça n'a pas pris une ride, hein. Raymond DeVos en 1979, et on se demande d'ailleurs si Macron ne l'a pas écouté. On peut se poser en tout cas la question. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, vous avez été l'ancien conseiller, vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy et l'un des artisans, il faut le dire, de son accession à la présidence. Et vous êtes l'auteur le plus récent livre, vous en avez écrit plusieurs. À la 7e fois, les murailles tombèrent aux éditions du Rocher. Alors Henri Guénaud, vous vivez comme nous, effectivement, cette entre-deux tours. Vous avez vécu les élections européennes et on va pas faire des prédictions ici quand même, mais on assiste quand même à deux ou trois choses quand même qui sont frappants. C'est ce clivage de plus en plus fort, cette haine, vous avez vu certains raps, certaines chansons, etc., ces invectives, je dirais pas ces violences, ces invectives, et puis ce côté, on a l'impression que ça, ce qui m'a frappé, c'est que depuis avant-hier, depuis les désistements de l'entre-deux tours, on entend, oui, je sais, ça fait pas plaisir, j'ai aucune envie de voter pour tel, mais il faut faire barrage à. Et puis, non, oui, je sais, je suis macroniste, mais je vais voter pour un communiste, mais oui, mais c'est comme ça, il faut choisir, etc. Cette espèce qu'on entend de Gabriel Attal à DSK en passant par Édouard Philippe, cette espèce de chant, je dirais, de chant presque lugubre, mais vous comprenez, on ne peut pas faire autrement. Qu'est-ce que ça vous inspire, Henri Guénaud? Alors d'abord, ce n'est pas nouveau. Je veux dire que ces tractations, manœuvres d'entre-deux tours pour les législatives sont un grand classique du scrutin uninominal à deux tours. Simplement, il y a des périodes ou des circonstances où elles sont moins supportables que d'autres. Et je pense que c'est le cas, c'est-à-dire que il se passe quand même quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Les partis se parlent entre eux, les politiciens se parlent entre eux, font leurs affaires, leurs manœuvres, leurs calculs. Leur tambouille, oui. Voilà. Et personne ne parle des Français, personne ne se demande ce que nous disent les résultats des européennes et du premier tour des législatives sur l'état de notre société, sur à la fois l'état d'esprit, mais aussi la situation morale, matérielle du pays. C'est ça qui est le plus inquiétant finalement, parce que les gens ont voté pour quel que soit d'ailleurs beaucoup de gens ont voté.
pour dire on n'en peut plus, ça peut pas continuer comme ça. Alors ils ont voté soit pour le RN, soit pour les LRRN, soit pour l'extrême gauche, mais il y a dans tout ça quand même le cri d'une bonne partie des Français adressé à ceux qui dirigent, adressé à ce que le général de Gaulle appelait le système, qui est un cri qui veut dire mais nous sommes là, nous voulons vivre et vous ne répondez pas à nos attentes. Vous ne répondez pas. Répondez. Enfin, c'est un cri qui appelle une réponse. Répondez. Et au lieu de répondre, on assiste aux habituelles manœuvres de la politique. Encore une fois, elles sont pas anormales, elles font partie de ce qu'est le jeu de la démocratie, mais là, en occultant tout le reste, elles posent quand même un vrai problème. Alors, il y a un deuxième problème, c'est que en ayant fait la dissolution dans les circonstances, en ayant prononcé la dissolution dans les circonstances où elle a été prononcée, elle crée une situation qui est très problématique, parce que 20 jours pour organiser les élections, donc ça veut dire une semaine déjà pour désigner les candidats à la va-vite, on prend ce qu'on trouve. Je suis pas sûr que la qualité de la prochaine assemblée sera la meilleure qui soit, parce que on prend les candidats qu'on a sous la main, chacun improvise, bien ça prend une semaine, et puis ensuite il y a 15 jours de campagne, donc une semaine pour le premier tour, une semaine pour le second tour. Dans un tel laps de temps, on peut pas discuter réellement des visions des uns et des autres, des projets des uns et des autres. Voilà, donc on ne fait que de la politique partisane, on pourrait dire politicienne, et ce dont précisément les Français ne veulent plus, et dont ils viennent d'exprimer un rejet très profond. Mais deux choses, Henri Guénaud. D'abord, oui, vous disiez, c'est comme d'habitude, c'est vrai, mais il y a quand même une différence, en tout cas depuis déjà quelques temps, c'est que, comme vous le savez, depuis le quinquennat, les élections législatives suivaient les présidentielles. Et on avait tendance, effectivement, choisissant tel ou tel président, de choisir une chambre qui lui permettrait d'agir et de gouverner. Là, pour la première fois, en tout cas depuis quelques temps, ce sont des élections totalement décorrélées de l'élection présidentielle. Est-ce que justement, compte tenu de ce que vous venez de dire, de ce qu'on voit, du ras-le-bol des Français, de se dire mais qui nous parle, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus les repères, est-ce que ça ne donne pas justement ce côté encore plus clivant et encore plus, je dirais pas violent, mais encore plus aigu de ces élections? Mais si, elle se situe dans un contexte de polarisation, de radicalisation d'où des discours, des comportements, des attitudes, des attentes, encore une fois, des Français. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui se passe, il faut pas regarder simplement le système politique, la vie politique, il faut regarder la société. Or, la société, elle est totalement occultée. Et il se passe autre chose qu'on minore, à mon avis, beaucoup, c'est que l'élection présidentielle de 2017 a été un rendez-vous démocratique tronqué, ou biaisé, raté. Voilà, raté pour un tas de raisons qu'on connaît bien. L'épisode Fillon, etc. Voilà, l'épisode Fillon, les résultats, les conséquences des primaires des deux côtés bon, enfin bref, on peut pas dire qu'elles aient débouché, enfin ces campagnes présidentielles sur des débats minimum de sérénité, de clarté. Bon, voilà. Donc les choix ont été en partie très contraints. Premier rendez-vous raté, deuxième rendez-vous raté, 2022, où le président de la République ne fait pas vraiment campagne, où on joue sur le clivage, ou sur le rejet, ou la peur de Marine Le Pen, bon, et où finalement, à la fin, l'élection se fait sans choix
politique réelle. C'est-à-dire que une partie des Français qui ont élu le président de la République ne voulaient absolument pas. C'est pas au second tour, on se fait toujours un peu violence pour dégager une majorité. Mais là, c'était une violence beaucoup plus forte que d'habitude. Il y a ceux qui ne voulaient pas de Madame Le Pen, mais qui ne voulaient pas non plus du tout du président de la République. Bon, mais donc une partie des Français s'est sentie piégée. Ça a donné quand même, troisième rendez-vous problématique, les législatives d'après-présidentielles, qui n'ont pas dégagé de majorité absolue. Ce qui est la première fois depuis l'instauration du quinquennat. Et là, dans le contexte, juste après les européennes, en 20 jours, coincés entre les européennes, le 14 juillet, les Jeux Olympiques, etc. Bon, dans un climat qui n'est franchement pas bon, qui s'est beaucoup détérioré depuis quelques années. Il était déjà pas bon avant, mais là, il s'est beaucoup détérioré. On va vers même s'il y a une forte participation, vers un troisième rendez-vous manqué, démocratique, manqué. C'est-à-dire que il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vrai débat. Mais est-ce que le rendez-vous démocratique ne sera-t-il pas intéressant? Parce qu'après tout, quand même, revenons basiquement à Henri Guénaud. C'est des gens qui vont aller voter. Après, s'ils ne vont pas voter, tant pis pour eux. Oui, mais la démocratie suppose le vote un peu éclairé, c'est-à-dire pendant un temps, on débat, on discute. Alors il y a des passions ne sont pas absentes, mais et puis on fait un choix. Là, c'est un choix qui intervient en fond sans véritable débat. Donc c'est un choix qui est ancré enraciné dans les passions les plus violentes. Alors les passions, elles existent. De toute façon, évidemment, ça donnera un résultat qu'il faudra bien respecter, mais on y reviendra sans doute dans l'émission. Mais la légitimité du pouvoir qui sortira des urnes sera pas la même qu'après un débat, j'allais dire serein, en tout cas un débat qui prend son temps. Un vrai débat. Voilà, un vrai débat démocratique. On va en parler tout de suite après une petite pause. Nous sommes avec Henri Guénaud, nous en parlons, on se retrouve tout de suite. L'état de la France, ou la France dans tous ses états. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Henri Guénaud pour décrypter effectivement les lieux, le paysage, le tableau dans son entièreté. Vous parliez justement du débat, de la nécessité d'un débat serein, et le moins que l'on puisse dire évidemment, c'est qu'on n'a pas eu le temps de l'avoir, si tant est qu'on pouvait l'avoir. Mais c'est vrai que par exemple, c'est assez étonnant, on parle à peine d'économie, on parle à peine d'Europe. Même Ursula von der Leyen et ses on parle de rien. On parle de rien en réalité. Et quand on parle d'économie, on fait des additions, des soustractions, de plans qui pour les uns et les autres ont été faits à la va-vite sur un coin de table. Enfin tout ça, on parle de rien. En réalité, on parle de rien. Là, votre indicatif là d'émission, là, c'est les Français parlent au français. Là, il y a personne qui parle au français. Je veux dire, qui parle au français de leur vie, de leurs problèmes. Et qui est capable d'articuler réellement des solutions, des réponses pour en sortir, parce que ça mérite une discussion. On vous dit voilà, mais j'ai 3 priorités, j'ai 2 priorités, mais d'accord, mais c'est enfin, on sort quand même. C'est pas quelque chose qui a commencé hier. Ça fait 40 ans que les choses se détraquent, que une partie des gens se trouve une partie de plus en plus grande de la population se trouve marginalisée. On parlait hors micro là de la carte des résultats, que ça soit l'élection européenne ou du premier tour. L'élection européenne, le Rassemblement national arrive en tête dans 93% des communes. Plus de 93%. Ça n'est, à ma connaissance, jamais arrivé qu'un seul parti arrive en tête. Alors, ça fait pas une majorité d'arriver en tête, mais c'est quand même. À votre avis, c'est la première fois qu'un parti arrive en tête comme ça dans 93% des communes et dans tous les départements français, sauf l'Île-de-France. Sauf en Île-de-France. Bon. Mais voilà, et quand vous regardez dans le temps, vous voyez bien, vous avez les campagnes, vous avez
Vous avez les villes moyennes. Et puis il faut regarder aussi dans les banlieues, dans un certain nombre de banlieues, l'autre protestation ou l'autre radicalisation. LFI, et donc, voilà. Donc tout ça est très, la radicalisation, elle est très forte. Moi, on me dit souvent que la France se droitise, la France, elle se radicalise. Mais c'est pas la seule société. Regardez les États-Unis, regardez la Grande-Bretagne, regardez même l'Allemagne. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui monte dans toutes les sociétés occidentales, qui sont fracturées, qui ont subi les contre-coups. Alors, pour les pays européens, à la fois de la façon dont on construit l'Europe, de la mondialisation, où on a mis en contact des économies qui avaient des niveaux de développement, de protection sociale, etc., très différents. Donc et c'est vrai aussi pour les États-Unis. Encore une fois, le petit blanc trumpiste, c'est pas une invention de Trump. Trump, c'est une conséquence. C'est l'Amérique périphérique. Ce qu'on appelle, ce que les élites méprisantes et condescendantes appellent le petit blanc. Mais c'est la révolte de ce petit blanc qui ne peut pas être méprisé, qui ne veut pas être méprisé de l'autre côté de l'Atlantique comme de celui-ci. Voilà. Et ce qui me frappe dans ce qui se passe en ce moment, c'est que au lieu d'essayer de se remettre en cause, parce que tout le monde a finalement sa part de responsabilité depuis très longtemps, au lieu de se remettre en cause, tout le monde cherche à instrumentaliser cette radicalisation, voilà, cette polarisation de la société. Et ça devient quand même très inquiétant, parce que si vous attisez en plus les braises, vous allez finir par mettre le feu. Est-ce qu'à votre avis, Henri Hénault, là, Mitterrand, j'allais dire un lapsus intéressant, est-ce que Macron a attisé les braises? Est-ce que Macron a mis de l'huile sur le feu? Avec avec la dissolution, oui, ça en a attisé, mais la dissolution, dans ce contexte-là, est un accélérateur ou un amplificateur d'opposition et de radicalité. Mais, encore une fois, il n'est pas tout seul, puisque tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met et sans se poser la question de savoir où on va, on va comme ça. Si tout le monde devient... On sait pas où on va, mais on y va. Oui, oui, enfin, il y a quand même de quoi être de quoi très inquiet sur la suite, à la fois parce que les institutions s'affaiblissent, parce que la société, ce qui est déjà fracturé, se fracture encore plus, parce que l'agressivité, la violence monte. Vous savez, moi, je répète sans arrêt, aussi bien quand je viens chez vous qu'ailleurs, depuis des années, c'est une constante de l'histoire humaine, parce que la nature humaine, elle change pas. C'est que les sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Bon, donc si on accentue les divisions et les fractures, on se rapproche encore plus de cette violence qui un jour finit toujours par sortir du ventre des hommes, mais quand elle sort, celle-là, elle dévore tout sur son passage. Et qui ne voit à quel point, depuis des décennies, et de plus en plus, la violence monte dans nos sociétés, et dans la nôtre en particulier. Bon, donc instrumentaliser cette violence, instrumentaliser ces clivages, est extraordinairement dangereux pour notre avenir commun. Voilà. Mais alors justement, Henri Hénault, rentrons dans le vif du sujet. Mais vous savez, ça nous renvoie à l'art de gouverner. On avait dit le nouveau monde, etc. On est dans le plus vieux monde, et notamment dans le plus vieux monde politique possible. Vous savez, diviser pour régner. Bon, mais diviser pour régner, ça marche un peu, mais ça finit toujours très mal, et c'est la plus vieille façon et la pire de gouverner. Je veux pas refaire l'histoire des dernières années, mais quand même, regardez parce qu'il y a une bombe identitaire, il y a une bombe migratoire, il y a tout ça. Bon, ça c'est vrai. Il y a aussi une bombe sociale. Il y a aussi une bombe sociale qui est en train de nous sauter à la figure. Pouvoir d'achat, voilà, pouvoir d'achat. Et je pense que il y a ça m'appelle la dissolution de 97. La dissolution de 97, le pouvoir de l'époque pensait qu'ils allaient... Quand Chirac avait dissous, alors qu'il avait la majorité, pensait qu'ils allaient gagner, il y aurait plus de sièges, je m'en souviens très bien. Bon, et en fait, dans la population, il y avait la rancœur des réformes Juppé de 95, qui venaient quand même après une campagne auquel moi j'avais beaucoup contribué, c'était la campagne de Chirac sur la fracture sociale, au lieu de Dom et Séguin en Juppé, et il y a les réformes de 95 qui mettent des millions de gens dans la rue, bloquent le pays jusqu'à ce que Chirac sonne la fin de la récréation, mais il y avait une rancœur
chez les gens, qui n'étaient pas éteintes, hein, voilà, et qui voulaient d'ailleurs, comme aujourd'hui beaucoup de gens ont une rancœur vis-à-vis du président de la République, avaient une rancœur vis-à-vis d'Alain Juppé, le Premier ministre. Ça s'est retrouvé dans la gauche est unie en quelques jours, alors que tout le monde pensait qu'elle s'unirait pas, comme aujourd'hui, et ça s'est traduit par un naufrage de la majorité en place. Bon, là, par exemple, la réforme des retraites, elle n'est pas oubliée, c'est-à-dire, c'est pas parce que les gens manifestent plus, elle est intériorisée, cette fracture. Même chez certains, les gilets jaunes ne sont pas oubliés. Mais non, parce que cette histoire-là, en fait, c'est la version électorale de grande ampleur des gilets jaunes. Voilà, c'est un mouvement de gilets jaunes électoral. Alors les gens vont pas sur les ronds-points, ils cassent pas les. Mais on verra ce que les gens cassent après. Mais pour l'instant, mais c'est ça, c'est parce qu'au début, les gilets jaunes, je laisse de côté la fin du mouvement avec. Mais au début, c'est quoi ? Ce sont des gens qui ont pratiquement jamais manifesté de leur vie, qui se sentent méprisés, oubliés, écartés, dont on s'occupe pas, et qui disent on est là, on existe, et qui à un moment donné disent nous on respecte plus les règles parce que vous nous respectez pas. Voilà. Mais Henri Guénaud, alors moi je voudrais vous interroger. On va parler Rassemblement national et on va parler effectivement à la gauche, etc. Moi, il y a une chose qui me frappe, quel que soit ce qu'on peut penser. Le Rassemblement national, aujourd'hui, c'est, attention, tous, sauf le Rassemblement national, pas une voix pour le Rassemblement national. Bon, il y a eu 10 à 11 millions de Français qui ont voté pour ce Rassemblement national. Est-ce que ce sont tous des fascistes, des nazis ou des Waffen-SS ? Franchement, la question pourrait se poser. Et surtout, franchement, pour le moment, moi, il y a une chose que j'ai pas compris qu'on pourrait dire avant. Où vous considérez, vous, que le Rassemblement national est un parti pas républicain, et à ce moment-là, il faut l'interdire. Enfin, je veux dire, c'est un peu tard pour le dire aujourd'hui. Ou alors, il joue le jeu démocratique, et vous devez aussi le jouer. Non ? C'est ça que je comprends pas. Oui, d'ailleurs, cette question, c'est souvent posée. C'est-à-dire, un parti qui veut renverser le régime, la République, la démocratie, on l'interdit. Bon. Alors après, quand il commence à faire 25 à 30% des voix, ça devient très compliqué. Mais moi, je me souviens qu'il y a pas si longtemps, le Premier ministre disait, l'arc républicain, c'est tous les partis représentés à l'Assemblée. Voilà. Sinon, il faut faire la même chose pour LFI. Bon. Ces partis se sont développés, ils ont acquis des électeurs, des groupes parlementaires. Voilà, ils sont là, et d'ailleurs, ils font partie de la vie de la République. Hein. Moi, je peux comprendre qu'on n'aime pas le Rassemblement national, qu'on déteste LFI. Bon, très bien, tout ça. Vous remarquez quand même que on ne s'y oppose pas aux uns et aux autres sur le fondement de mesures ou de projets qu'on veut écarter. C'est sur une image qu'on les rejette. Hein. Sur une émotion. Voilà. Alors on peut avoir plein d'émotions. Enfin, tout ça est légitime, mais c'est frappant. Et l'argument. Je comprends qu'on puisse ne pas avoir envie de voter pour le Rassemblement national ou même faire des alliances contre. Pourquoi pas des barrages s'ils veulent. Mais l'argument du fascisme et du nazisme, aujourd'hui, il n'y a sur la scène politique, bien sûr, dans les candidats, vous trouverez toujours des brebis galeuses. Oui, mais sur la scène politique française, il y a des gens qu'on peut détester, il y a pas d'Hitler, il y a pas de Mussolini, il y a pas de Franco, il y a pas non plus de Staline. Bon, il y a en revanche une société qui est aussi profondément en crise que l'étaient les sociétés européennes dans les années 30. Voilà, c'est ça la vérité. Le danger, il est là. Encore une fois, on peut détester Madame Le Pen. Après tout, chacun a le droit de détester qui il veut, mais dire la comparer à Hitler, si vous voulez, c'est absurde, mais ça ne fait qu'accroître. Enfin, c'est ce type d'argument ne fait qu'accroître la tension parce que une bonne partie des lecteurs le prennent pour eux. Enfin, 12 millions de Waffen-SS. Et puis surtout, et puis surtout, ça. Vous savez, c'est toujours l'histoire du camp du bien et du camp du mal. Hein. Bon. Oui, mais ça, c'est dramatique dans la politique internationale, c'est dramatique dans la politique française. Parce que le camp du bien, le problème, c'est que le camp du bien, il peut tout se permettre, s'il est le bien. Le bien peut tout se permettre. Et c'est là que commence le problème. Même des saloperies. Des saloperies ou des fautes. Ou des fautes graves. Oui. Des fautes graves. Sans parler de saloperies. On se retrouve tout de suite après une petite pause avec Henri Guénaud.
Et c'est passionnant, on essaye d'aller vraiment de creuser ce qui se passe, et ce qui se passe est très préoccupant. Avec Henri Guénaud et avec vous, bien sûr, au 0826 300 300, vous nous appelez pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. Nous sommes évidemment toujours et plus jamais avec Henri Guénaud, et nous essayons d'analyser ce qui se passe, non seulement à propos des élections, mais dans cette société française, parce que on a tendance à... Il faut toujours rappeler cette phrase de Cocteau: il est temps que les miroirs réfléchissent. Et si on a un miroir qui réfléchit en ce moment, c'est bien celui-là. Justement, Henri Guénaud, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose où on est frappé de voir deux choses, on en parlait hors antenne. D'abord, l'extraordinaire, ce n'est plus la multipolarité, ce n'est plus l'éclectisme, ce n'est plus le communisme, c'est le n'importe quoi, je ne sais pas comment on peut l'appeler, avec des gens qui, en fait, sont d'accord sur pratiquement rien, mais qui se disent, étant donné que la situation, il faut, je vais voter, ou votez, vous Français, en vous bouchant le nez, parce que c'est vraiment ça l'image qu'un certain nombre de classiques nous conseillent. Comment réagissent les gens? Comment réagissent le citoyen, D'abord, je pense que la plupart des Français se moquent des consignes électorales. Ça fait bien longtemps. Ça a marché un peu quand la France avait un paysage politique très structuré, avec des affiliations anciennes, souvent familiales. Bon. Mais là, c'est terminé depuis longtemps. Enfin, le désistement est un acte politique. Bon, il réduit le choix, très bien. Mais après, le vote, c'est un acte personnel, et les Français, je crois, n'ont plus du tout envie de se laisser dicter quoi que ce soit par la classe politique, même par les gens pour lesquels ils votent, parce que d'abord ils ont plus confiance, ils se sentent assez grands pour exprimer eux-mêmes leurs idées. Donc je suis pas convaincu que les consignes de vote vont changer grand-chose. Sans doute les désistements un peu, puisque le choix va être plus réduit, mais les consignes de vote, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le système électoral étant ce qu'il est, les Français vont décider, et il y aura un résultat. La question est de savoir si ce résultat, au fond, ne sera pas problématique, quel qu'il soit. Vous voulez dire pas de majorité absolue? Qu'il y ait une majorité absolue, qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Au fond, ça va être très compliqué pour une raison très simple, qui est que si nous en sommes arrivés là, c'est parce que depuis une bonne quarantaine d'années, on a cessé de resserrer le carcan dans lequel on a enfermé nos politiques publiques, et qui a mené à des politiques qui finissent par se ressembler, en tout cas qui sont ressenties comme assez semblables, quel que soit le résultat des élections. Alors il y a eu des moments... c'est sûr qu'en 2008-2009, ça a été différent, par exemple, parce qu'il y avait la crise financière, et qu'à un moment donné, on a ouvert le carcan. C'est quand même ouvert par la force des choses. Mais sinon, si on regarde dans la durée, si on ne peut pas changer quoi que ce soit. Alors après, il y a les gens qui veulent changer tout casser, il y a les gens qui veulent changer à la marge. C'est l'Europe. Quand vous dites qu'on ne peut pas changer quoi que ce soit, c'est l'Europe. C'est l'Europe, c'est tout un système. C'est l'Europe, la mondialisation, donc les traités de libre-échange, les juridictions, la hiérarchie des normes, etc. Bien. Donc, si on ne peut rien changer, après, il peut encore une fois y avoir des versions radicales, des versions moins radicales, mais peut-être plus raisonnables. Si on ne veut absolument rien changer, on va faire exactement la même chose, ou presque, que ce qu'ont fait les prédécesseurs. Bon. Et donc, personne ne va répondre aux attentes fortes de ceux qui ont exprimé ces attentes très fortes. Et ils étaient 70% aux élections, là. Oui, ils sont allés beaucoup voter. Bon, et je pense que ça dépasse même les votes les plus radicaux. Hein. Cette attente, elle est très très grande, très très fortement majoritaire dans le pays. Bon. Donc si on changerait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ceux qui vont arriver au pouvoir vont perdre leur base sociale, leur base populaire, leur classe moyenne inférieure, même les classes moyennes, parce qu'on n'aura pas répondu à leurs attentes.
La question est de savoir où vont aller ces classes populaires et ces classes moyennes si on ne répond pas à leurs attentes, parce que on peut pas changer de cadre. Et on ne le peut pas dans les circonstances actuelles. C'est ça le piège terrible de cette dissolution. Ouais. C'est le piège terrible. Donc, où iront-elles? Moi, ma conviction, c'est qu'elles iront pas vers plus modérées, hein, elles iront vers bien plus radicalisées. Nous ne connaissons encore ni la forme de cette radicalisation, ni son visage, mais, je le répète partout et tout le temps, il n'est pas sûr que le visage de cette radicalisation soit très rassurant. Voilà. Mais Henri Guénaud, je ne sais pas quel sera comme vous, on ne sait pas ce qu'elle sera ce visage radicalisé. Ça, c'est pour après. Hein. L'inquiétude, elle est pour après. Nous sommes d'accord, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, quand on voit les tractations, les désistements, pardon, je répète, je dis ça, moi je suis, à titre tout à fait personnel, je trouve que le désistement, très bien, mais donner aux Français, demander aux Français, même s'ils suivent ou n'y suivent pas, mais je trouve ça presque une obscénité. Mais en quoi vous considérez les Français comme un petit troupeau de Playmobil lobotomisés qui ne savent pas ce qu'ils veulent? On leur dit oui, attention, pas une voix ceci, pas une voix cela. Je sais que c'est pas nouveau. Enfin, moi, faut arrêter. Si ça marche, ils vous diront qu'il faut pas arrêter, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Je pense que c'est contre-productif. Après, chacun peut avoir le jugement. Moi, j'essaye d'éviter de prendre parti dans cette campagne. J'ai mes idées, je voterai comme je veux. Je voudrais amener. Vous ne prenez pas parti publiquement. C'est pas ça. J'ai pris mon parti intérieur, mais je voudrais essayer d'apporter une parole qui soit au-delà de l'affrontement de la campagne. Hors antenne, excusez-moi, je vous interromps parce que hors antenne m'a dit une chose. Quid des gens qui auront l'impression qu'on l'aura volé? Voilà, alors, mais ça, c'est d'autres problèmes. C'est pas le problème des consignes de vote. Si les Français les suivent, ils les suivent. Je veux dire, bon, moi, je suivrai pas, mais je pense que la plupart ne les suivront pas. Et que, il y a des obscénités en politique, il y en a toujours eu, hein. Au fond, ça, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, il est, dans le fait de savoir si la politique qui sera menée, qu'elle soit, après les élections, en fonction des choix des Français, pourra répondre aux attentes alors qu'on pourra pas bouger le cadre pour l'instant, en tout cas, et dans les circonstances actuelles. J'espère qu'un jour on va pouvoir y arriver, mais cette dissolution n'offre pas, à mon sens, cette opportunité. Et la deuxième, c'est ce qui va se passer après le 8. C'est-à-dire que si des combinaisons de parlementaires font que il ressort de l'Assemblée, ce qui est la tentation d'un certain nombre de gens, une coalition qui ne correspond pas, qui est en décalage par rapport au résultat de l'élection, c'est-à-dire au fait de savoir qui a gagné, qui est sorti vainqueur de l'élection, même si c'est avec une majorité relative pas considérable. Et si les Français ont le sentiment que par ces combinaisons parlementaires, on leur a volé l'élection, enfin en tout cas c'est une partie de ces Français, alors on va vers des moments très difficiles, parce que ces Français-là ne leur pardonneront pas et ne reconnaîtront pas la légitimité. On va se retrouver dans des situations peut-être pires que ces situations américaines où une partie des gens ont du mal à reconnaître la légitimité des élections. Je pense que pour moi, c'est une faute à éviter. Il y a deux fautes à éviter. Pour ce qui est de certains partis, de trop taper sur les institutions, parce que quand il n'y a plus les institutions, si celle de la Ve République s'effondre, il restera plus de cadre pour maintenir cette société qui est en train de partir en vrille. Et d'autre part, éviter la faute qui consisterait à essayer de détourner d'une manière ou d'une autre, même si c'est parfaitement légal, détourner le sens. Oui, mais il faudra bien un gouvernement, il faudra bien un gouvernement, il faudra bien une union, il faudra bien une mobilisation. Henri Guénaud, je crois que nous avons On aura Laurence qui nous appelle juste après cette petite pause. Restez bien avec nous, 0826 300 300, on est avec Henri Guénaud jusqu'à 14h. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, toujours avec Henri Guénaud. On parle de ces élections législatives et puis nous avons Laurence qui nous appelle depuis la Normandie. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour.
Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Guénaud. Voilà, moi je suis une ancienne RPR. Ah, bravo. Je n'ai pas voté depuis très longtemps. Et là, je vais vous dire, quand j'ai vu Monsieur Ciotti qui s'était allié, là je suis allée voter. J'ai voté pour un député LRRN parce que j'ai pas envie que les RPR disparaissent. Et quand je vois ce qui se passe cette semaine là, entre LFI, les écologistes et la Macronie, est-ce que vous ne pensez pas que M. Ciotti quand même a fait un choix, un bon choix et un choix courageux? Il a fait. Alors, il a fait un choix. Moi, je partage pas ce choix sur la méthode, mais je suis plus LR, hein, donc je regarde ça de l'extérieur. Je suis plus parce que ce parti, hélas, n'a plus rien à dire aux gens et est écartelé entre la tendance qui veut aller chez Macron, la tendance qui veut aller au RN. Et je pense aussi que quand on est devenu petit et qu'on s'allie à très gros, on disparaît, on est avalé par le très gros. Voilà. Mais ça c'est mon choix personnel. Après je veux pas donner des bons points ou des mauvais points aux uns et aux autres. Mais sur le fond. Voilà. Non, mais sur le fond, moi je rêve de reconstruire le RPR. Voilà. C'est parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait l'UMP? Toute la base populaire du RPR, elle est partie. Cet espace politique a été occupé progressivement par le Rassemblement national, qui avait d'abord, il faut s'en rappeler, qui avait d'abord pris la base populaire quand c'était le Front national du Parti communiste. Bien sûr. Voilà, hein, les premiers à partir. Les ouvriers et tout, la classe les premiers ouvrière. à partir, c'était les électeurs du Parti communiste. Bon, ensuite il a pris la base populaire, une partie des classes moyennes, et de plus en plus, il a occupé l'espace politique qu'occupait le RPR. Dont le programme en 86 sur l'immigration et l'islamisme était très clair. Faut pas réduire juste l'histoire du RPR rien qu'à cette période. Mais je rappelle simplement. Mais le RPR avait une histoire, avait une culture. Ça a commencé à se gâter quand on a assisté à ce qu'on a appelé la jupéisation du RPR, auquel Pasqua, Séguin et Borotra et quelques autres Mesmer, se sont opposés, mais sans succès, hélas. Donc pour vous, le LR, c'est fini? Très franchement, sous cette forme, oui, c'est-à-dire que sous cette forme, c'est quoi? C'est devenu au mieux un mouvement libéral conservateur, mais qui n'a pas d'originalité particulière, qui n'est plus ancré, parce qu'on a mis ensemble des gens qui au fond n'avaient pas de ciment, ni idéologique, ni historique. Bon, voilà, c'est un fait, hein, c'est un fait. Et on voit bien à quel point il est écartelé entre ceux qui veulent rester totalement indépendants, ceux qui veulent aller dans la Macronie, ceux qui une partie étant déjà partie, hein, dans la Macronie, depuis 2017. Ça n'a pas commencé avec Éric Ciotti, et une autre partie vers le Rassemblement national. Moi, je pense que l'équilibre de la politique française ne peut pas se passer et d'un mouvement, on va dire, gaulo-bonapartiste qui s'inscrit dans une très vieille tradition, dans un imaginaire collectif, et un parti socialiste héritier de Blum, de Jaurès et du socialisme humaniste. Lui aussi, alors, héritier de Blum et de Jaurès, qui a disparu. Il a disparu. On en est, avec le Front populaire, on en est quand même à déboulonner, c'est Mélenchon qui a fait ça, grande surprise, à déboulonner la statue de Léon Blum quand même. En racontant n'importe quoi sur ce personnage qui est un personnage très respectable et très estimable de notre histoire politique, enfin pour ce qui me concerne. Voilà. Donc moi je vais pas donner des bons points et des mauvais points. Je dis simplement que chacun votera comme il entend dans ces circonstances-là, avec les choix qui nous sont proposés. Après, je crois que ça ne va rien résoudre du tout. Voilà. Dans les circonstances où nous nous trouvons. Je crois que nous avons... Oui. Mais vive la renaissance du RPR. Hein, Chantal qui nous appelle depuis Bastia, où on a appelé à faire barrage au Rassemblement national aussi. Gilles Sémioni qui a appelé. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour, mais moi je vote pas dans la première circonscription, je vote dans mon village dans la deuxième. D'accord. Donc nous, il n'y a plus de RN. Elle s'est désistée toute seule. Donc comme ça, c'est réglé. Voilà, débarrassé d'un choix moral lourd de conséquences. Oui, enfin moi, je me culpabilise pas. Non, mais c'était ironique. Oui, je sais bien. Mais bon... allez Chantal, on vous écoute. Alors, écoutez, vous parlez du RPR, moi je demande à tous les auditeurs d'écouter le discours de Chirac en 79, où il était contre l'Union européenne.
quand il y avait un vrai programme, et ce qui est même par rapport à Maastricht, d'écouter Philippe Séguin en 92 à l'Assemblée nationale, qui est quand même un discours mais exceptionnel. Nous sommes d'accord, oui. Tous ces gens-là, nous ne les avons plus à droite. Là, les partis qui se présentent, ils sont tous européistes. Donc, tous ceux qui peuvent proposer de la droite, de la gauche, de toute façon, avec l'Union européenne, ils n'arriveront à rien. Et l'état de la France, elle est comme sont nos politiques. Quand on voit que LFI se désiste face à Madame Borne, 23-49-3, devant Darmanin, que M. Mélenchon se gargarisait sur tous les médias en parlant de violence policière, entre guillemets, des gilets jaunes, de la réforme des retraites. Ces gens-là ne valent rien. Alors j'espère que tous les auditeurs voteront pour la France, voteront en leur âme et conscience, parce que alors là, on a touché le fond. Alors, je diverge avec vous sur un point, c'est que nous n'avons pas encore touché le fond. Il est optimiste, Henri. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est une société qui est en train de se défaire, comme la plupart des sociétés occidentales d'ailleurs, et la nôtre en particulier. Donc, on n'a pas touché le fond. On est en train d'affaiblir les institutions. On est en train tout le monde est en train d'instrumentaliser les radicalisations, les oppositions, les violences, etc. Voilà. Et vous parliez. Moi, je m'arrête moins là sur les histoires de désistement et même sur les discours des uns et des autres qui n'ont au fond aucune importance. En revanche, ce que vous disiez sur l'Europe, il n'y a pas que l'Europe. Il y a la façon dont on parle de l'Europe, de la mondialisation, on a ce qu'on a fait de la mondialisation, de ce qu'on a fait. Un pays qui ne maîtrise plus ses frontières est un pays qui n'est plus un pays, qui n'est plus une nation. Voilà, la question est de savoir comment on fait sans vouloir absolument tout casser, parce que ça serait absurde, mais comment on fait pour retrouver des marges de manœuvre qui nous permettent de choisir à la fois notre modèle de société, notre type de démocratie, notre façon de vivre. Voilà, pour ça on a besoin de la politique, et on a besoin que la politique retrouve les leviers qui lui permettent de gouverner. Oui, mais c'est pour ça que la façon dont ça ne peut pas sortir de ce contexte d'aujourd'hui. Donc chacun va voter en fonction de l'idée qu'il se fait de l'intérêt du pays, mais les circonstances actuelles ne nous permettent pas d'espérer que des résultats de cette élection et de ce qui va se passer juste après. Oui, mais voilà. Il est minuit, docteur Guénaud. Oui, mais c'est pas moi je suis pas le maître des horloges. Le maître des horloges, il se trouve à l'Élysée, puis voilà. Et justement, le maître des horloges nous dit qu'on n'a plus trop de temps. Alors on a un accueil Manuel rapidement de Seine-et-Marne. Bonjour Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour, oui. Alors déjà, première chose, merci de me laisser passer à l'antenne. Et je voulais dire à votre interlocuteur, je ne pouvais pas le voir à l'époque où il était avec Sarkozy. Il n'empêche qu'aujourd'hui, son discours va comment dirais-je, il est frappé au coin du bon sens. Bref, pourquoi j'appelle aujourd'hui? J'ai voté au présidentiel pour LFI, ensuite j'ai voté pour le RN. Tout sauf Macron. J'ai voté aux législatives pour le RN, car je voulais un député RN. Lorsqu'ils ont voté toutes les lois macronistes ou européistes, j'ai même écrit à mon député qui sincèrement, ils se sont, comment dirais-je, débinés face à toutes les lois à la con, excusez-moi du terme. Et aujourd'hui, j'entends que les LFistes vont faire voter pour Macron. Le RN, c'est tous des démons, c'est tous des satans. Et je vais vous dire, j'ai oublié de commencer par ça, je suis noir. Hein. Donc, vous demandez peut-être la pertinence de ce truc-là, mais pour répondre à votre question de tout à l'heure, on n'est pas tous des bafonnets. Et si aujourd'hui je veux voter pour le RN, c'est pour les mettre face à leur responsabilité. Exactement. Parce que c'est bien beau de crier à l'Assemblée, c'est nul, mais finalement, ne rien faire au moment opportun. Et donc là, aujourd'hui, sachant qu'ils sont tous européistes, j'attends de voir ce qu'ils vont faire, sachant qu'ils sont incapables de faire quoi que ce soit, en restant dans ce système. Merci Manuel. Henri Guénaud, on est malheureusement arrivé de la fin de l'émission, mais on reviendra, il y a tellement de choses à dire. Le mot de la fin, en fait, ce que vous dites quand même, c'est là, dans les circonstances actuelles, dans la structure, ça va être très difficile de changer
profondément quoi que ce soit. On va rien changer profondément quoi que ce soit, dans la mesure où, dans le meilleur des cas, il y a une cohabitation. Bon. Et donc on peut pas faire trancher le peuple, on peut pas. Quoi qu'on pense du programme des uns et des autres, encore une fois, hein, voilà, il y a, vous avez deux pôles en guerre contre le système. Les deux pôles, pas seulement de partis, mais de citoyens. Ce vote est un vote anti-système, encore une fois, au sens où le général de Gaulle a entendu le système sous la 4ème République. Hein. C'est un système de pouvoir, voilà, qui a plusieurs dimensions. Et donc, le système va évidemment résister. Voilà, clair. donc dans ce contexte-là, de ce qui se passe là, ne sortira pas une solution miracle. Et on voit bien d'ailleurs que certains l'ont compris, chacun ayant des positions. Mélenchon a parfaitement compris, mais le RN l'a parfaitement compris. Pas de solution miracle. Mais ça sortira pas de là. Voilà. Mais là, tout ça va quand même avoir des conséquences qui sont des conséquences très graves, à mon sens, parce qu'elles entraînent l'affaiblissement des institutions, le désordre et probablement la violence au bout, si on ne fait rien pour répondre aux attentes des citoyens. Alors, tout le monde va être au pied de ses responsabilités, et notamment tous les dirigeants, tous les responsables. Et on verra si les murailles continueront de tomber. Pour l'instant, elles tombent. Peut-être faut-il qu'elles tombent complètement pour reconstruire. Voilà. Merci Henri Guénaud. Merci Henri Guénaud d'avoir été avec nous. Justement, je le rappelle, ce livre, à la 7e fois, les murailles tombèrent, aux éditions du Rocher. Merci André Berkoff, on se retrouve demain pour la dernière de la saison, entre midi et 14h. Donc soyez bien à l'écoute sur Sud Radio. Tout de suite, Brigitte Lahaye, à demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.